L'ancien dictateur Nicolae Ceausescu et sa femme Elena n'auraient jamais permis qu'on leur rende visite. Passer dans leur quartier où résidaient aussi les hauts responsables du Parti communiste roumain était interdit et même sévèrement puni. Mais 26 ans après leur mort, lors de la révolution roumaine de 1989, la résidence de Ceausescu à Bucarest s'est transformée en musée. Les autorités espèrent ainsi aider les Roumains à se réconcilier avec un passé douloureux. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse visiter un jour un tel endroit. Nous, de simples citoyens. C'est extraordinaire de voir ça aujourd'hui. Appelée le Palais du Printemps, cette villa fut bâtie au milieu des années 60 et décorée au goût de ses locataires. Les visiteurs peuvent désormais découvrir l'appartement d'Elena, meublé en style Louis XV, la chambre à coucher du couple, ainsi qu'une ancienne piscine intérieure décorée d'une impressionnante mosaïque. Des photos de famille y sont maintenant exposées. Le cinéma où Ceausescu regardait des films américains, un spa, mais aussi des salles de bain dotées d'accessoires plaqués d'or sont également ouverts au public. Il prêchait l'austérité, le communisme, mais cette maison représente l'opposé de tout cela. Donc d'une certaine manière, c'est assez choquant. Mais le palais des Ceausescu n'a pas encore révélé tous ses secrets. Il y a un bunker souterrain créé spécialement pour la famille. Il est fermé au public car il est en rénovation. Et il y a aussi un tunnel assez long avec des chambres diverses, certaines étant utilisées dans un but administratif et d'autres utilisées pour le stockage. Pour la journée d'ouverture, plus de 300 curieux ont poussé les portes de l'ancienne résidence des Ceausescu. Palestine et Abdelhakim ont enfin pu s'installer ensemble. Ces jeunes Gazaouis viennent de se marier, mais ce fut un véritable chemin de croix. En cause, le prix du mariage. Dans la bande de Gaza, où 80% des habitants survivent grâce à l'aide humanitaire, se marier est devenu un luxe. On a repoussé notre mariage, comme beaucoup de jeunes, parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de choses à payer. Par exemple, il y a la dot. On parle de 600 à 700 euros. Et ça, c'est seulement la dot donnée par le mari à la famille. Après, il faut aussi acheter les bijoux et les habits. À cause du blocus israélien depuis 10 ans, le chômage a grimpé en flèche et touche 2 jeunes sur 3. Il est de plus en plus difficile de dépenser 15 ou 20 000 euros dans le mariage. Pour réunir une telle somme, Palestine et Abdelhakim ont eu recours au financement participatif en lançant un appel aux dons sur Internet. Pourtant, ingénieur à 27 ans, il n'aurait jamais pu réussir à se marier autrement. La campagne que nous avons menée m'a beaucoup aidé. Quand je me suis marié et installé dans notre maison, j'étais serein, je n'avais pas de dette. Dans cette société conservatrice, ce genre de financement est rare et souvent très mal vu. De nombreux facilitateurs au mariage ont donc fleuri dans la bande de Gaza, des organismes qui réduisent les coûts en proposant des packages au mariage où tous les services sont compris, des photos en studio à la salle des fêtes et qui permettent d'étaler les remboursements. Nous proposons le même service pour moins cher. Par exemple, si le prix total du mariage est de 12 000 euros, nous, on le propose à 2 300 ou 2 400 euros. On prend une avance et le reste est payé petit à petit. Plus de 17 000 mariages ont été célébrés en 2015 à Gaza, mais les jeunes Gazaouis se marient de plus en plus tard, et en 10 ans, le nombre de divorces a doublé. Ces pingouins cherchent à manger pour leurs petits dans les eaux glacées de l'Antarctique. Ce dont ils raffolent, c'est du krill. Mais ces petites crevettes, aliments de base et piliers de tout un écosystème, se font de plus en plus rares. Les espèces qui en vivent sont en danger d'extinction. Le krill est le plat principal de l'Antarctique, comme j'aime le dire. C'est une espèce clé pour tout le monde. La baleine et le pingouin en mangent. Et il est clair, d'après les données dont on dispose, même si elles sont limitées, que la population du krill a soit changé, soit migré d'une manière radicale.
Ces crevettes translucides ont absolument besoin de la glace qui les protège et leur apporte les algues nécessaires à leur alimentation et leur croissance. Or, selon les scientifiques, la glace est de plus en plus fine, car l'Antarctique s'est réchauffé de 3 degrés ces 50 dernières années. En parallèle, la pêche intensive du krill a contribué à mettre en danger cette espèce. Chaque année, les bateaux en attrapent 300 000 tonnes pour nourrir les poissons d'élevage ou pour produire des gélules de compléments alimentaires à l'oméga 3 pour les humains. Nous avons développé une méthode que l'on appelle éco-récolte, qui nous permet de pêcher le krill de manière durable dans l'Antarctique. Nous réduisons au maximum l'impact environnemental en nous assurant de ne pas attraper d'autres espèces lorsque l'on pêche le krill. C'est important lorsque l'on est dans l'Antarctique de prendre très au sérieux le développement durable. En jeu, la survie de l'une des toutes dernières étendues sauvages de la planète. Pour comprendre pourquoi la chaîne alimentaire dans l'océan Antarctique est importante, il faut se demander, est-ce que nous voulons conserver un écosystème marin intact quelque part? Car malgré la pêche à la baleine, c'est l'un des rares qui reste vraiment intact. Les écologistes militent pour un accord international sur la création de nouvelles aires maritimes protégées où baleines, pingouins et phoques seraient à l'abri de la surpêche et où leur ration quotidienne de krill serait assurée. Une patrouille à l'œuvre, en pleine guerre de l'eau. Ce réservoir est la principale source d'eau potable de la ville de Tikamgar en Inde, sévèrement frappée par une vague de sécheresse. La municipalité a dû embaucher ses hommes armés pour le protéger contre les fermiers de l'État voisin, qui volent de l'eau pour leurs champs. Les températures atteignent des niveaux records pour cette période de l'année, et la ville n'est approvisionnée que tous les 4 jours. On n'a jamais vu ça à Tikamgar. Cette fois, il y a une crise de l'eau grave dans toute la région du Bandoulkand, et particulièrement dans la municipalité de Tikamgar où c'est pire. On fait de notre mieux pour protéger l'eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec nos fusils. D'après le gouvernement, 330 millions de personnes souffrent de la sécheresse, soit un quart de la population indienne, et particulièrement dans les campagnes. Tandis que les rivières et les puits s'assèchent, plusieurs mairies ont dû rationner l'eau. Le niveau de l'eau n'a pas arrêté de baisser ces 6-7 dernières années dans la région de Bandoulkand, parce que le niveau des pluies a été inférieur à la normale pendant 7 à 8 ans d'affilée. Mais nous espérons que cette année, nous allons avoir de bonnes pluies et que le niveau de l'eau va revenir à la normale. Même si les experts prédisent de bonnes moussons cette année, certains ont arrêté d'espérer. Comme des milliers de personnes, ce fermier de 32 ans a quitté ses champs pour aller travailler en ville, à 4 heures de route de son village natal. Ses champs sont restés stériles ces 3 dernières années. Ma mère vit avec moi et je m'occupe aussi de mon petit frère et de mes enfants. Je fais des petits boulots, parfois il y a du travail, parfois non. On ne peut pas manger tous les jours, on doit survivre avec un seul repas tous les 2 jours. Les autorités indiennes ont débloqué des fonds pour les régions affectées, car la crise de l'eau, qui tue récolte et bétail, pèsera à terme sur l'économie du pays, où le secteur agricole emploie 60% de la population. C'est un lieu déserté depuis près de 30 ans, le théâtre de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. La radioactivité dans la zone autour de l'ancienne centrale de Tchernobyl est encore trop dangereuse pour une présence humaine. Mais la nature, elle, a repris ses droits. Une poignée de chevaux sauvages ont été réintroduits dans les années 90. Ils sont aujourd'hui plus d'une centaine à arpenter les champs abandonnés de Tchernobyl. Les ours, les loups ou encore les lynx ont également fait leur retour dans la région. Plus de 130 000 personnes ont été évacuées dans une période de temps très courte, au cours d'un exode humain massif. Cela a débouché sur un vide d'occupation que la nature a comblé. Les animaux ne sont plus confrontés aux pressions liées à l'activité humaine. Le 26 avril 1986, le 4e réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, contaminant une bonne partie de l'Europe. 30 ans plus tard, le bilan de la catastrophe est toujours controversé. En plus de la cinquantaine de sauveteurs envoyés éteindre l'incendie sans aucune protection, l'Organisation mondiale de la santé a estimé en 2005 qu'environ 4000 personnes étaient mortes de maladies liées aux radiations. Mais certains experts estiment ce chiffre bien en dessous de la réalité.
Une zone d'exclusion de 30 km est mise en place autour du réacteur, transformant les villes proches en cités fantômes. Pour la zoologiste Marina Tchekviria, le retour des animaux est la seule retombée positive de la catastrophe. On voit notamment le retour des lynx. C'est un animal qui figure sur la liste des espèces menacées, donc c'est une excellente nouvelle. Ils se reproduisent et leur nombre est en augmentation. À cause du niveau de radiation toujours élevé, les animaux sauvages semblent se reproduire plus difficilement et possèdent une espérance de vie limitée. Un moindre mal, selon les experts, pour qui la présence humaine et la déforestation constituent la principale menace pour ces espèces. Derrière les célèbres monuments du Népal, des siècles de traditions transmises de génération en génération. Après le séisme qui a ravagé la vallée de Katmandou en avril 2015, cet artisanat est plus que jamais sollicité et difficile à trouver. Comme beaucoup de menuisiers, Harry a tout appris de son père, un savoir-faire qu'il a peur d'emporter dans sa tombe. Je leur ai dit de reprendre le flambeau, que c'est notre profession depuis des générations. Mais mes enfants me demandent pourquoi ils devraient continuer, juste parce que nos ancêtres faisaient ça. Ils me demandent pourquoi ils ne pourraient pas faire un autre métier. Le fils d'Harry est aujourd'hui comptable, un choix de carrière motivé par le faible salaire et le manque de reconnaissance du métier d'artisan. Malgré tous les efforts requis par ce travail, la situation est telle qu'il faut se battre pour toucher sa paye. Il y a du prestige et du respect, les monuments, l'art et la culture sont les trésors de ce pays. Mais vraiment, les artisans sont mal considérés. Les temples et palaces népalais attirent des foules de touristes, une source de revenus vitale pour le pays. Pour les experts, il y a donc urgence à restaurer ce patrimoine. Nous avons besoin de trouver des maîtres artisans et de les inciter à former de nouveaux artisans. Si l'on n'y parvient pas de façon satisfaisante, nous ne pourrons rien reconstruire. Nous parlons de millions de dollars, mais sans artisans, nous ne pouvons rien rebâtir. En 1934, les artisans avaient joué un rôle crucial dans la reconstruction de Katmandou, ravagée par un séisme d'une ampleur similaire. Mais cette fois, à défaut de mesures pour améliorer leurs conditions de travail, ce savoir-faire pourrait disparaître. Et avec lui, l'héritage culturel.